ici, tout a été nettoyé. C'est tout propre puisque tout le bois mort, tous les arbres morts ont été découpés et achevés. Il ne reste plus que les arbres vivants. C'est ce que m'a dit le bûcheron qui s'est occupé de ce lieu-là. Il y a cette notion-là de nettoyer, comme si les arbres existants, les arbres morts qui étaient là, étaient sales et qu'il fallait le nettoyer. Un bûcheron pourtant, comme quoi, c'est pas parce qu'on est bûcheron qu'on connaît l'écosystème forestier. Hey, regardez là-bas, il y a un pin tout seul. Ça fait bizarre. Ça se voit que le reste a été coupé, découpé. Et du coup, le pin est fragilisé parce qu'il est seul. Donc ça y est, je viens de quitter le Périgord et j'y ai passé quelques temps où j'ai pu travailler, toujours explorer quelques endroits. Explorer le lieu aussi avec ses spécificités, ses caractéristiques. J'ai pris soin d'animaux, j'ai pris soin du lieu où j'étais, où je me trouvais. Et je trouve que c'est très intéressant de voir maintenant en fait comment chaque zone ou chaque endroit ou milieu, si je puis dire, a son propre paradigme, même s'il s'inscrit dans un paradigme global. Là on voit quelques spécificités du territoire en fait. Le côté forestier aussi c'est très intéressant, et puis aussi le côté isolé. J'étais très bien entourée, j'étais entourée d'arbres, de forêts, de chèvres naines, de chevaux. L'un d'eux était un petit peu malade, il a une sorte de maladie depuis sa naissance qui le rend anémique. Ça lui donne aussi un pelage roux. Mis à part ça, il y avait aussi des chiens, 2 boxers très attachants. L'un d'eux aussi avait un problème une infection au niveau de l'œil gauche. Donc c'est pas évident aussi, il faut en prendre soin, il faut faire en sorte de surveiller et puis d'être présent. Je suis pas mal restée sur place. J'ai pu expérimenter les alentours immédiats de là où j'étais. Les alentours immédiats de là où j'étais, et forcément comme j'étais isolée, donc, du coup ça m'a permis de plus explorer et de ressentir la spécificité des forêts du coin. J'ai rencontré un bûcheron qui coupait des arbres, du bois mort bien sûr, jamais vivant. Et en fait, les bûcherons existent toujours, bien évidemment. Ils sont un petit peu plus améliorés, disons modernisés par rapport au matériel, ce qui leur permet de rendre leur travail un peu moins pénible. Du coup, dans ce cadre-là, c'est plutôt des personnes qui interviennent pour des particuliers qui ont des forêts, qui ont des parcelles et qui utilisent le bois. À cet endroit-là, c'est du châtaignier, le bois mort en guise de bois chauffage. Qui ne peuvent pas le faire tout seuls, donc ils font appel à des bûcherons qui interviennent. Pour lui, couper du bois et puis nettoyer, ça fait plus propre. J'ai été un peu frappée par les sortes de forêts qui ne semblaient pas naturelles, et avec pas mal de bois mort et surtout beaucoup d'arbres découpés. Donc je me suis dit qu'ici vraiment l'exploitation des arbres est très 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 importante. Et effectivement, à cet endroit-là, l'exploitation forestière est une des industries les plus florissantes du pays.
Par rapport au bois mort, en fait, de trouver des arbres morts, c'est tout à fait normal et ça fait partie de l'écosystème forestier. Ça fait partie du cycle des arbres, de l'écosystème forestier. On peut en trouver dans certaines forêts jusqu'à 20 à 40% d'arbres morts. Et c'est tout à fait normal et on n'est pas obligé de les découper. Justement, ça serait beaucoup plus intéressant de les laisser. Pelouse bien tondue, vous savez, des choses bien polissées. Dès qu'il y a la nature qui s'exprime, certains parlent de nettoyage. Ils veulent des choses bien polissées, contrôlées, parce qu'il y a une grande ignorance et insensibilité à la vie qui les entoure en général. En fait, dans l'écosystème forestier, le bois mort est vraiment essentiel parce qu'il contribue tout d'abord à être un habitat pour des insectes et des animaux, notamment des oiseaux. Mais aussi, il y a d'autres êtres vivants qui se nourrissent du bois mort. Donc, dans sa composition, il contribue à nourrir d'autres espèces, d'autres insectes qui sont essentiels à l'écosystème, à l'ensemble de l'écosystème forestier. Les champignons et certains insectes se nourrissent de la décomposition du bois et contribuent à redistribuer au fait tous les nutriments au sol, puisqu'en se décomposant, le sol va absorber les nutriments qui vont permettre la richesse et la fertilité des sols forestiers. Donc chaque chose a une raison d'être et le fait de trouver par exemple du bois mort ou des arbres tombés, comme je ne sais pas si on le voit celui derrière, ce n'est pas mal et que les arbres sont en train de mourir suite à une maladie ou à je ne sais quoi, cela fait partie du cycle naturel des arbres. Et donc en décomposant les matières nutritives dans les sols, ça permet non seulement à une sorte de régénération de la forêt, ça permet d'accompagner la fertilité des sols forestiers, ça permet aussi de nourrir les insectes et d'abriter des insectes en fait qui se nourrissent de ravageurs dans la forêt. Il peut y avoir des maladies qui sont dues à certains insectes. Bien, le fait de laisser du bois mort peut contribuer à préserver un habitat essentiel pour ceux qui se nourrissent des ravageurs et donc qui contribuent à préserver la bonne santé, donc l'écosystème, l'équilibre forestier. Le fait aussi de laisser des arbres morts, et ça empêche aussi l'érosion du coup, puisque souvent soit les racines sont toujours présentes, et en fait ça je ne savais pas, c'est qu'en été, notamment dans des endroits où la sécheresse peut être assez importante en été, comme ici dans le Périgord, en Dordogne, le fait de laisser les arbres morts, ça va permettre une redistribution de l'eau lorsque c'est nécessaire. Donc comme dans la nature tout a un sens, même une nature disons artificialisée, le bois mort fait partie en fait de l'écosystème et au contraire il est important pour justement toutes ces choses-là dont je viens de parler. La forêt est surtout un moyen d'exploiter. J'ai vu qu'il y avait une association, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui sensibilise, anime autour de l'écosystème forestier pour pouvoir le préserver. L'encourage aussi à la plantation d'arbres, à la préservation, à la prise de conscience par rapport à la consommation du bois. Ah oui, j'ai aussi cru découvrir un endroit secret.
lors de mes promenades qui avait été installé par des chasseurs ou des espions. J'ai trouvé un endroit secret. Ça ressemble à une sorte de, je sais pas moi, un endroit où des militaires viennent se cacher pour faire des expériences. Après, j'ai su que cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle des palombières. Je pense que c'est un endroit où les chasseurs viennent et se rassemblent. Qui vient du mot palombe. Et ces palombières, en fait, sont très connues dans le milieu de la chasse, notamment dans le sud-ouest de la France, mais pas que. Et en fait, qui représentent des installations spécifiques en fonction des techniques de chasse employées. Et si vous voulez, donc les palombes, c'est des oiseaux migrateurs qui viennent du nord. Et en fait, ils traversent la France, de ce que j'ai vu, du nord-est vers le sud-ouest, pour aller rejoindre en fait et passer l'hiver, pour aller rejoindre l'Afrique et y passer l'hiver. Donc parfois ils font des haltes, notamment ils passent par du coup le sud-ouest de la France, par ces endroits-là, environ en octobre-novembre, donc juste avant la rudesse de l'hiver. Ce sont des sortes de cabanes plus ou moins grandes comme je les ai vues, et puis des mini-pièges aussi, des cages où donc les chasseurs à ce niveau-là vont manœuvrer leurs pièges. C'est ce que j'ai cru comprendre sur place. Plage du Petit... Place du Petit Juin. Là, je sais pas ce que c'est, comme si c'était un truc, quelque chose pour les oiseaux. Pareil aussi, c'est camouflé. Et ça, c'est typique. Chasseurs, militaires. Donc les couleurs là qui se marient bien avec la nature. Il y a aussi d'autres techniques. Par exemple, par rapport aux oiseaux migrateurs, c'est ce qu'on appelle le tir au pigeon, c'est un des plus connus. Donc là, c'est moins sous forme de piège, c'est directement le tirer à la volée. La palombière passe, là je crois que c'est à partir de septembre ou lorsque la chasse est ouverte. Donc voilà, ces installations par contre, c'est plus sous forme de piège. Oh, est-ce que c'est un piège? J'en sais rien du tout. Il y a un fil qui relie toute l'extrémité supérieure de l'arbre. D'où le camouflage qui a été mis en place. Et ça m'étonne encore plus parce que c'est utilisé uniquement 1 ou 2 mois dans l'année. Et pourtant, les installations sont assez sophistiquées, grandes. Ça a demandé tout de même pas mal d'investissement et d'énergie à mettre en place. Donc, ce que j'en ai conclu, c'est que c'est quelque chose qui est ancré dans le lieu, qui est ancré vraiment dans le lieu. Je n'ai pas rencontré de chasseurs sur place. On les entend, mais on ne les voit pas. Quel est ce monde? Quel est l'état d'esprit? Pourquoi il y a certains conflits aussi? Pourquoi ils sont mal vus? Je vais continuer la visite, je vais voir ce que je pourrais découvrir. Mais en tout cas, je suis marquée ici par l'endroit, par le nombre de chasseurs qui existent, enfin, qui sont présents, parce que je pense que ces endroits sont très propices à la chasse. J'en ai rencontré d'ailleurs un. D'ailleurs, c'est un mécanicien. Je l'ai rencontré brièvement et on n'a pas eu le temps de vraiment discuter. Parce que c'est quand même intéressant de voir un peu le point de vue de certains chasseurs en fonction des régions, parce que je sais que les rapports sont différents. Je sais qu'il y a une sorte de pouvoir des chasseurs dans les communes. Ils sont aussi importants parce que voilà, ils contribuent à la fameuse régulation des animaux dans les forêts,
Après, je sais que le rapport avec la population est assez mitigé et change en fonction des endroits. Et puis, il y a aussi des événements, des faits divers qui font que il semble qu'ils aient mauvaise réputation. Donc, il ne faut jamais jeter la pierre à tout un domaine, à toute une activité, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, à cause de faits de certains. Vous voyez, c'est un peu comme les religions, c'est un peu comme les groupes. Dès que l'on appartient à un groupe et que cette personne-là se comporte mal, on pointe du doigt le groupe, on pointe du doigt ce qui rassemble. Un arbre qui tombe est censé faire un tout petit peu plus de bruit que une forêt qui pousse. Le Périgord, à quoi ça renvoie le Périgord? Moi, au début, le Périgord, je voyais ça comme une zone enclavée avec les vrais gens du pays. Et dans ma représentation, même si je suis déjà passée pas très loin de certains endroits dans le Périgord, par l'expérience que j'ai eue et les personnes que j'ai rencontrées, c'était vraiment une mentalité, un état d'esprit dans la résistance, dans une certaine résistance, une certaine recherche d'autonomie, et puis un fort lien à la terre. Bon, vous me direz que c'est un peu partout dans les zones enclavées, et puis partout dans le monde, c'est vrai. Mais je rajoute quand même que dans ces représentations-là, il y a un fort attachement à l'autonomie, à la résistance. Quand on dit le Périgord, c'est à la base, ça correspond à un territoire. Aujourd'hui, il a été remplacé par un département, par la Dordogne. Je ne sais pas quand d'ailleurs. Du coup, le Périgord, c'est devenu le nom d'une ville, une des principales, dans le nord de la Dordogne. Et il y a aussi Bergerac qui représente une autre partie de la Dordogne. Donc là, moi, là où je me trouve, c'est au niveau de ce qu'on appelle le Périgord pourpre, parce qu'il a été apparemment divisé en 4 zones. C'est des zones géographiques. Je crois qu'elles correspondent plutôt à un partage touristique, des caractéristiques d'attraction touristique. T'as le Périgord vert, blanc, noir, et ici du coup pourpre. Et pourpre vient de la couleur des vignes en automne. Vous savez, chaque ère industrielle est liée à l'émergence d'une technologie, si on devait faire le lien. L'époque de la richesse de certains territoires se sont faits pendant l'ère du charbon. On va dire que l'emblème, c'est ce qu'on retrouve à cette époque-là. L'emblème pour moi, c'est le train à vapeur. Donc il est lié, le train à vapeur, il est lié à l'industrie, à la forte émergence du charbon. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que, en fait, à cette époque-là, du XVIIe au XIXe siècle, il y a eu énormément d'exploitation à cet endroit-là, dans le pays, dans le Périgord, pas forcément en Dordogne, mais ici et aux alentours, une grande utilisation et exploitation de châtaigniers et de chênes, plus particulièrement, pour la construction
des canons des navires, donc pour aller combattre. Donc c'est pour la force militaire, mais aussi pour asseoir sa force technologique. On utilisait les ressources naturelles à disposition. À l'époque, c'était donc le charbon, et c'est ce qui nourrissait la construction de ces navires-là, pour la guerre finalement, donc construction de navires du roi. Je ne sais même pas quel est la liste des rois de cette époque-là, mais peu importe, que ce soit en France ou ailleurs, l'exploitation des forêts, du coup, elle s'est faite pour nourrir ces forges-là. Les forges, c'est les lieux où les forgerons travaillent, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu une forte exploitation. Et donc, une des conséquences, comme on le sait, si on utilise des ressources naturelles à tout va, sans forcément les conditions d'une gestion dite durable ou raisonnée ou peu importe, eh bien c'est qu'il y a eu une disparition progressive d'une certaine diversité de ces forêts-là. Elles étaient beaucoup plus diversifiées. Mais par exemple les chênes, les hêtres, je crois que le lif aussi, j'aime bien cet arbre-là. Bref, une grande diversité d'arbres a disparu au profit des châtaigniers. Donc finalement, ce qu'on voit ici sont des forêts qui sont issues seulement de la main de l'homme, parce qu'ils ont orienté l'exploitation, la culture, entre guillemets, des châtaigniers. Je ne sais pas pourquoi les châtaigniers, en particulier. Il y a aussi pas mal de pins, mais en tout cas, c'était pas à l'époque, ça. Châtaignier, alors, est-ce que c'est dû à la qualité du bois? Est-ce que c'est par rapport à la durée de la croissance? Est-ce qu'il y a une croissance plus rapide? Est-ce que c'est le bois? Est-ce que c'est parce que c'est particulièrement adapté au climat, à l'environnement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a donné une des clés de réponse, mais pour savoir pourquoi il y a particulièrement et uniquement juste une essence, ce qui rend les endroits plus fragiles. On sait très bien que lorsqu'il y a juste une, deux, voire trois essences majoritaires, donc il y a un grand manque de diversité, forcément, ça rend fragile les écosystèmes dans lesquels se développe ce genre d'essence. Les forêts périgourdiennes, ce sont les troisièmes, après les Landes et la Gironde, je ne savais pas que pour la Gironde, troisième forêt qui nourrissent en quelque sorte l'industrie nationale du bois. Même si on parle du XVIIe et du XIXe siècle, il s'est tout de même passé des choses entre-temps. Et en fait, elles sont assez jeunes, finalement, sur l'échelle de l'âge d'une forêt. Et surtout, qu'elles ont été abandonnées durant l'entre-deux-guerres, puisque avant c'était juste des parcelles exploitées de manière agricole. Donc avant le début du XXe siècle, donc avant la Première Guerre mondiale, ces forêts-là n'étaient pas des forêts, étaient plutôt des parcelles exploitées. Et elles ont été abandonnées durant l'entre-deux-guerres, certainement par le fait que les hommes allaient à la guerre, qu'il y a eu beaucoup de morts, qu'il y a eu moins de moyens, etc. Il y a eu tous ces ravages-là qui ont non seulement touché les hommes, mais aussi forcément les lieux dans lesquels ils habitaient. Et ce qui fait que l'entre-deux-guerres, ça date d'il n'y a pas très longtemps, ça date de même pas un siècle, ce qui fait que ces forêts-là sont tout de même assez jeunes. Et c'est ce qui donne cette impression de morcellement. Après cette époque-là, de la prépondérance du charbon dans la puissance économique et industrielle d'un pays, enfin de l'Europe notamment, mais aussi on parle d'ici de la France. Après cela, il y a eu le XXe siècle où
non seulement ces forêts-là ont été abandonnées, comme je l'ai dit, dans l'entre-deux-guerres, mais qu'elles ont été aussi, entre guillemets, victimes de l'émergence d'une forte demande dans ce qu'on appelle le bois comme matériau de construction notamment, mais aussi dans l'émergence de l'industrie du papier. C'est ce qu'on appelle l'industrie de la trituration pour la pâte à papier. En gros, toutes les feuilles, les papiers, les livres qu'on utilise ont connu un début fulgurant au début du XXe siècle. Par exemple, une entreprise qui est assez connue en Haute-Vienne, donc de l'autre côté de la France, qui est une entreprise de trituration, donc qui produit du papier, elle se fournit à cet endroit-là, en Dordogne. Et donc cette entreprise-là, elle utilise 1,3 million de tonnes de bois venant de cette région-là. Ce qui donne environ 12 000 hectares de forêt rasée à blanc. Pour finir, j'ai commencé à expérimenter une nouvelle chaîne en anglais, ce qui va me donner un défi supplémentaire parce que j'aime bien fonctionner dans la difficulté. Dans un monde où l'on cherche absolument le confort et la facilité, la difficulté est un moyen très 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 intéressant de pouvoir se connaître et de surtout affirmer nos aspirations, nos idées, nos intentions et expérimenter toutes les facettes de nous-mêmes.